Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire sur les stratégies efficaces. Donc les stratégies efficaces, c'était un thème que j'avais abordé lors de précédents séminaires de formation ou d'autres webinaires. Donc ce webinaire fait partie d'une série dont la suite viendra prochainement. Donc une série où je vais vous présenter différentes techniques pour aborder ce qu'on appelle le trading contrariant. Alors je sais que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé dans des sujets de formation. Donc ce webinaire se fera en trois parties et aujourd'hui nous allons voir la première partie donc concernant le trading, les stratégies contrariantes. Donc on va attendre que tout le monde arrive. Donc bonjour à tous, je vois que vous êtes quelques-uns déjà arrivés. Est-ce que quelqu'un peut me dire si au niveau du son c'est ok? Ok, donc a priori le son fonctionne. Bon, il est l'heure, donc on va commencer. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc première partie, comme je l'indiquais, d'une série de 3 consacrée aux stratégies de trading contrariantes, donc stratégie de trading contrariante ou encore appelée contre tendance. Donc nous allons essayer de voir un petit peu comment aborder ce système de trading. Donc pour commencer, eh bien, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Gilles Santacreux. Je suis webmaster et fondateur du site donc boursicoté.com. Sur le site, vous pouvez trouver des analyses techniques vidéo, donc sur indices, forex et matières premières. Je fais aussi de la formation en ligne au chartisme, en money management et en approche stratégique. Je fais aussi du coaching personnalisé. Et mon trading se fait essentiellement par voie de backtest, donc backtest et optimisation. J'ai commencé donc sur la plateforme Pro Realtime, oui. Et je me tourne désormais de plus en plus vers MetaTrader pour pouvoir optimiser la mise en place automatique de ces stratégies. MetaTrader étant bien adapté donc aux stratégies automatiques. Donc accessoirement, je suis trader pour compte propre. Pour compte propre, ça veut dire que je trade mon capital. Et je suis ce qu'on peut appeler un amateur, c'est-à-dire que je ne vis pas de mon trading. C'est une activité annexe, même si cela me permet de gagner un petit peu d'argent. Pour ceux qui connaissent, donc, j'ai conçu la stratégie TurboCAC, qui est une stratégie daily sur le CAC 40 plutôt orienté swing trading, qui est aussi automatisable. Et je suis l'auteur du livre Gestion stratégique de portefeuille, donc là aussi basé sur une approche optimisée. Par contre, pour gérer un portefeuille action au sein d'un, que ce soit un compte titre ou un PEA. Voilà donc pour la présentation. On va rentrer donc dans maintenant le vif du sujet. Durant cette série de webinaires, nous allons voir, cette série de webinaires sera partagée en trois parties. Il y aura les principes du trading à contre-tendance. Ça, c'est le sujet du jour. Et puis, la prochaine fois, nous verrons comment détecter les figures de retournement. Ça peut être des figures ou ça peut être des configurations de retournement. Et ensuite, dans la dernière partie, on synthétisera tout ça pour voir comment trader les retournements de tendance. Ça sera donc du trading contrariant, le trading contrariant permettant notamment de soit trader une phase de consolidation, donc pour corriger une phase d'excès, ou alors pour jouer les retournements de tendance. On verra que c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, s'il y en a, je reviendrai sur le chat à certains moments. Vous pouvez donc poser des questions sur le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure ou lorsque nous aurons fini certains sujets. Donc on commence tout de suite en définissant qu'est-ce que le trading à contre-tendance. Donc est-ce que vous pouvez commencer déjà à me dire sur le chat
ce que vous en pensez, et surtout pourquoi est-ce dangereux, parce qu'en général, lorsqu'on va sur de nombreux sites ou sur de nombreux en discussion avec certains gens qui vous conseillent, en général, le contre-tendance c'est la chose à ne pas faire. Moi, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Le tout est de ne pas le faire n'importe comment. Il y a des choses à mettre en place lorsque l'on veut faire du trading contrariant. Donc, quels sont pour vous les... Alors, je vois que ça commence à répondre. Alors, peut s'inverser, belle. Didier, contre-tendance, plus faible probabilité de gain. Oui, ça nous allons le voir effectivement. À contre-courant du marché, gain faible. Effectivement, nous allons le voir aussi. Le stress que ça peut engendrer, mauvaise décision. D'accord, donc effectivement ça ce sont effectivement des problèmes. La vague me dit en contre-tendance un seul point de retournement alors que pour une entrée en tendance beaucoup de points. Oui, ça on va le voir aussi. La tendance est votre ami, effectivement. Donc là, vous avez déjà mis le doigt sur pas mal de problèmes que l'on va rencontrer lorsqu'on veut faire du trading contrariant. Donc pour illustrer ça, je vais vous montrer un graphe. Donc voilà le graphe. Donc c'est un graphe du CAC 40. On doit avoir environ 6 mois de cotation, puisqu'on part ici donc du mois de décembre, mois de décembre 2012, et on arrive ici au milieu de l'été, enfin au début de l'été 2013. Donc on a environ 6 mois, ce qui correspond entre 150 et 200. On doit avoir environ autour de 150 bougies. Et donc ce que l'on peut voir sur ce graphe, alors j'ai pris volontairement une phase, alors c'est une phase de marché en temps réel, c'est le CAC 40 en daily, c'est vérifiable. Et donc j'ai pris volontairement une phase où on a un biais ici plutôt neutre, puis ensuite on a ici une phase de baisse, une phase de hausse, on a une configuration ici en double top, on redescend ici sur cette phase de baisse et on remonte. Donc on a ici des tendances peu marquées, même si nous allons voir qu'à l'intérieur de ce qui semble être ici une phase neutre, eh bien nous avons finalement des tendances, et des tendances beaucoup plus marquées, donc ça permet de voir un petit peu tout ce que nous pouvons rencontrer sur les marchés. Donc au niveau de cette tendance, au niveau de ce graphe, ce que l'on peut voir, c'est que on a effectivement quelques tendances, mais par rapport au nombre de bougies, trouver les retournements de tendance va être compliqué. En effet, si on décortique les tendances, nous avons ici phase de hausse, grossièrement, donc on va ici phase de hausse, ici une phase de baisse, ici une phase de hausse. Donc vous voyez que même si on avait ici un biais qui nous semblait neutre, on peut dégager certaines tendances par rapport à l'intérieur de ce biais neutre qui est un peu plus moyen terme. Ici une phase de baisse, une phase de hausse, baisse et phase de hausse. Ce que l'on peut voir effectivement, donc comme le disait la vague, c'est que par rapport à ces tendances, les points optimum de retournement, il n'y en a pas beaucoup. Je vous indiquais tout à l'heure qu'on avait environ 150 bougies. Si on va plus loin, les points de retournement, on en a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones. 6 zones, on parle de zones, sachant que là on peut rentrer par exemple sur 2 bougies, là on en a plusieurs, là on a 1 ou 2 bougies, là on en a quelques-unes effectivement. Bon. Mais par rapport au nombre de bougies totales, on se rend bien compte que le pourcentage de probabilité que l'on va avoir de rentrer sur un point optimum de changement de tendance va être relativement faible, puisque l'on va être ici, même si on a une vingtaine de bougies sur ce graphe où on peut rentrer pour jouer le retournement, 20 bougies par rapport aux 150 bougies que l'on peut avoir, ça fait un pourcentage relativement faible. Ça, c'est un premier problème du trading contrariant, c'est que sur n'importe quelle tendance, alors je dis pas que sur toutes les bougies on peut rentrer, mais je veux dire sur une tendance comme ça, si on prend la tendance au début, même après une forte hausse, on peut se permettre par exemple de jouer la continuité. Alors je dis pas que ça marchera à chaque fois, mais on voit que quand on joue la tendance, on va dire que de jouer la tendance pourra plus facilement pardonner une erreur, c'est-à-dire que on pourra avoir on peut faire une erreur, c'est-à-dire faire une mauvaise entrée, par exemple rentrer ici un peu à la va-vite sur cette zone de point haut, prendre un petit drawdown, mais comme la tendance est bien marquée, finalement si on sait être patient, on rattrapera notre position.
En contre-tendance, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Donc là, on est vraiment sur des techniques où il va falloir soigner énormément de choses, tant au niveau du money management que sur les points d'entrée. Car le contre-tendance, si on ne le fait pas correctement, eh bien, ça peut être assez, on peut vite perdre de l'argent, hein. Donc, par exemple, si on rentre ici sur cette première bougie rouge en se disant, bah là, on a une forte hausse et puis on a un début de consolidation, on prend un tout petit gain et puis finalement après on se prend tout le drawdown derrière. Si on n'a pas un money management serré, il y a de quoi ici perdre sa chemise, même plus que ça, hein. Donc le contre-tendance, le gros problème, il est aussi là. Donc pourquoi est-ce dangereux? On vient de le voir, mais alors le problème c'est pourquoi tout le monde le fait. Alors ça effectivement c'est quelque chose qu'on a des fois du mal à comprendre, c'est que même si on retrouve énormément de sites ou de conseils qui disent que le contre-tendance est dangereux, hein, ça je suis pas le premier à le dire, eh bien on rencontre énormément, et moi j'en rencontre énormément sur le chat du site boursicoté.com, des gens qui font du contre-tendance. Alors pour vous, quels sont les biais que l'on peut avoir, enfin pourquoi les gens sont plus attirés par le contre-tendance? Donc vous pouvez noter sur le chat, vous pouvez noter en abrégé, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des longues phrases, histoire d'accélérer un petit peu les échanges. Donc les réponses commencent à arriver, donc on va les lire au fur et à mesure. Alors parce qu'ils n'ont pas pris la tendance principale, impact d'une news. C'est tentant d'essayer de choper le point haut, et quand on est débutant on réfléchit pas tant que ça aux probabilités. Oui, effectivement. Peur de rater le mouvement, donc c'est effectivement je dirais on a peur de manquer le retournement, et donc on essaye d'anticiper un petit peu. Renaud aussi nous dit par anticipation. Alors c'est aussi dû aux unités de travail de temps que l'on suit. Bon, alors effectivement, il y a pas mal de raisons. Une des raisons principales, elle est psychologique en fait. C'est que on veut sortir de l'effet moutonnier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tendance lorsqu'il y a une tendance qui se crée, il y a énormément d'investisseurs qui suivent la tendance. Donc si par exemple on a une grosse séance haussière, vous avez beaucoup d'investisseurs qui vont acheter, donc normalement on essaye d'attendre des phases de consolidation pour acheter. Et il y a des mécanismes en fait dans notre tête qui tendent à nous valoriser en sortant du lot. Et donc pour sortir du lot lorsque le biais est haussier, eh bien nous on prend le parti de faire l'inverse, savoir de vendre. Et donc c'est ce qui nous embarque des fois dans du trading contre tendance qui, s'il n'est pas calculé, s'il n'est pas optimisé, s'il n'est pas encadré par une stratégie éprouvée, eh bien peut se révéler destructeur de valeur, hein, puisque nous l'avons vu, le trading à contre-tendance peut être hyper contre-productif. Donc là, peut se retrouver piégé par un marché, tout simplement parce que notre psychologie nous a poussé quelque part à se placer à contre-tendance, histoire de se démarquer un peu du lot. Ça, c'est quelque chose que l'on rencontre souvent et qu'il faut absolument prendre en compte. Donc ça, c'est un élément principal. Après, effectivement, on essaye d'anticiper. Lorsqu'on a loupé un mouvement haussier, on se dit que maintenant qu'il y a un fort mouvement, on va essayer de prendre le mouvement qui va venir contrebalancer ce mouvement haussier, et donc on essaye de se placer à contre-tendance pour anticiper le retournement. Le problème, c'est que, comme je vous l'indiquais, si le timing n'est pas approprié, si la configuration technique n'est pas optimisée, on risque effectivement de se retrouver à l'envers et de faire du drawdown. Donc tout ça, il va falloir en tenir compte. Alors oui, j'ai d'autres questions aussi. Et les frais sont chers. En contrariant, la valeur du spread est-elle importante? Alors, en contrariant, oui et non. Alors, contrariant, le principe du contrariant, effectivement, beaucoup d'entre vous le font. Beaucoup de ceux qui font du contrariant le font, mais par du scalping. C'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'en fait on va voir que effectivement dans un premier temps il vaut mieux privilégier des objectifs relativement courts, et le
le scalping, le problème c'est que le scalping, vous faites du scalping avec des produits, notamment pour ceux qui le font sur CFD, sur des spreads qui sont fixes dans le sens où l'impact en fait du spread sur un objectif court va être beaucoup plus fort que sur une position où on va aller chercher plusieurs dizaines de points. Je m'explique. Si vous faites du scalping par exemple et que vous prenez des objectifs à 5 ou 10 points, sur le CAC par exemple, on va prendre un exemple le plus connu, vous avez un spread un minimum de 1 point. Si vous faites ne serait-ce que un objectif de 10 points, eh bien votre spread, l'impact de votre spread va être de 10%. Alors 10% de la position, effectivement, si vous faites 10 points et que vous avez 1 point de spread, votre plus-value nette sera de 9 points. Si vous perdez en fait sur votre position, le spread se rajoute à votre perte, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre 10 points, vous allez perdre 11 points. Donc l'impact est relativement fort, c'est-à-dire que le scalping, qu'il soit contrariant ou en tendance, il existe des stratégies de scalping en tendance, se doit d'être hyper performante, puisque en fait l'impact des frais est très très fort. A l'inverse, si vous avez une stratégie qui est plutôt moyen terme, si vous allez chercher par exemple une centaine de points sur un mouvement du CAC, et bien là l'impact du spread va être beaucoup plus faible, puisque le spread sera toujours de 1 point, et sur un objectif à 100 points, et bien vous n'aurez que 1% d'impact à la hausse ou à la baisse enfin toujours à la baisse, puisqu'on vient toujours amputer votre résultat net. 1 point donc n'aura qu'un impact de 1%, puisque vous aurez pris 100 points ou perdu 100 points. Donc on le voit, on pourra se permettre d'avoir quelque chose de moins affiné d'un point de vue performance sur une stratégie moyen terme, alors qu'une stratégie de scalping, à partir du moment où on vient chercher des objectifs très courts, on se doit d'avoir une performance assez forte pour justement compenser les frais qui sont obligatoires. Je veux dire, il faut partir du principe que c'est le broker qui nous permet d'accéder au marché, donc il faut bien que le broker qui nous donne ce service se rémunère. Donc c'est quelque chose qu'il est normal d'avoir. D'ailleurs on a vu des brokers qui proposaient des investissements à zéro spread qui n'ont pas réussi à tenir. Donc l'affaire du scalping, effectivement, c'est la valeur du spread, elle est importante sur du scalping, mais qu'il soit contrariant ou pas. Donc en fait, pour répondre à la question de Didier, c'est plus par rapport au scalping qu'il faut se poser la question sur le spread. J'espère que c'est clair. Oui, voilà, a priori c'est clair. Donc ça, c'est assez important. Donc voilà, pourquoi tout le monde le fait, on a vu en gros le pourquoi. Alors maintenant, qu'est-ce que le trading à contre-tendance? Alors le trading à contre-tendance, si vous voulez m'en parler, bon, de toute façon, je pense qu'on l'a déjà vu. Trader à contre-tendance consiste à se placer dans le sens inverse de l'évolution des cours en essayant d'anticiper un retournement de tendance. Ça rejoint un petit peu tout ce que vous m'avez dit. Alors, c'est le principe de base donc du contre-tendance. Et pourtant, nous l'avons vu et vous me l'avez dit dans vos réponses, le potentiel de gain est plus faible. Alors pourquoi le potentiel de gain est plus faible? Regardez sur ce graphe, lorsque l'on a une tendance qui est ici délimitée par les deux zones bleues, nous avons ici la zone de support et la zone de résistance. En général, sur du trading en tendance, on privilégie plutôt un retour ici sur la zone de support pour acheter et un contact sur la zone de résistance pour ce qui est d'une tendance haussière pour revendre. Donc le potentiel maximum ici de ce trend, il est donc achat support, vente résistance. Le potentiel, il est ici quantifié sur ce graphe. Si on prend ici une position, par exemple en consolidation, donc si on vient, alors ça on y arrive en plus pas tout le temps, vendre ici au plus haut et racheter sur un contact avec de cette zone de support, le potentiel, il est beaucoup plus réduit. On est ici sur un potentiel qui est beaucoup plus faible, c'est normal, on est à contre-tendance. Donc on le voit, lorsque l'on va faire du contre-tendance, il va falloir accepter que le potentiel de gain que l'on fait sur une position soit plus faible que lorsque l'on fait de la tendance. D'accord ? Ça, c'est un premier principe de base. Il est très rare, on l'a vu sur le graphe avec les tendances du CAC, il est très rare de pouvoir prendre position
sur un retournement de tendance majeur. On l'a vu, on avait 6 ou 7 zones 6 ou 7 zones où on pouvait jouer le retournement. Par rapport au nombre de bougies, effectivement, on a beaucoup plus de chances de prendre beaucoup de drawdown que de réussir à prendre une zone de retournement majeur. Donc là, il faut vraiment sur ce genre de trading privilégier les potentiels, je dirais, faibles, hein, pour jouer le contre-tendance. Donc on l'a vu, voilà. Le potentiel de gain est plus faible et il existe pourtant des techniques qui permettent de dégager des gains à contre-tendance. Donc ça, c'est ce que je vous indiquais au début. Je ne vais pas vous dire que faire du contre-tendance, il ne faut jamais le faire. Personnellement, j'en fais. J'ai des stratégies automatisées qui marchent très bien en contre-tendance. Donc c'est pas moi qui vais vous dire que le contre-tendance ne fonctionne pas. Hein, donc il y a des choses. Donc en ce qui concerne mon intervention, tout ce que je vais vous indiquer donc dans cette série de webinaires, ce sont des constatations que j'ai fait en montant des algorithmes, en faisant des backtests sur des principes à appliquer sur des robots pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils soient rentables. Et je vous montrerai à la fin de ce webinaire. Pour que ces robots soient rentables, eh bien, il y a des choses à appliquer pour faire du trading contrariant. Donc c'est des choses qui sont vérifiables, qui sont vérifiées. J'ai des robots qui fonctionnent sur des comptes réels, donc vous pouvez vérifier le tracking en temps réel. Ces robots fonctionnent et ce sont des stratégies contrariantes. Donc il est possible de gagner de l'argent en utilisant des stratégies contrariantes. Hein. C'est comme ça, mais il faut mettre en place certaines choses. Donc, alors, je vois qu'il y a des questions. Que pensez-vous des stratégies sur Gap? C'est pas donc Sophia, c'est pas trop l'objet du le sujet du jour. Donc bon, je vous propose, enfin je sais pas si vraiment vous avez des questions à ce niveau-là, de poser la question sur le chat du site ou autre, et puis j'essaierai d'y répondre. Y a-t-il un impact sur le moment de la journée, ouverture proche clôture? Alors, on le verra, oui, au niveau des stratégies contrariantes, on va éviter les phases de forte volatilité. Donc, Uzbek, on évite effectivement ces phases d'ouverture, de clôture, hein, puisque par exemple le fixing entre 17h30 et 35, on a en général pas mal de volatilité. C'est pas à ce moment-là qu'on va faire du contrariant. Ensuite, d'autres questions. Alors, multiplier les trades gagnants, oui, mais comment les détecter? Y a-t-il des robots? Oui, moi, comme je l'indiquais, hein, je fonctionne effectivement avec des robots. Donc, je vous en parlerai, hein, comme je le disais, à la fin de ce webinaire. Cette émission est-elle enregistrée? Oui, normalement, vous pourrez réécouter ce webinaire. Il faudra se rapprocher d'ActiveTrade. Est-ce qu'on peut acheter ces robots? Pour l'instant, ces robots ne sont pas en vente, tout simplement parce que il est très facile de craquer des robots, et si c'est pour travailler pendant des années sur des robots qui fonctionnent et puis les voir vendus à 10 € sur des sites russes, ben, je préfère encore les garder pour moi plutôt que de les vendre. Alors il y a des systèmes qui vous permettent de mettre une partie de votre compte sur ces robots. Par un système de duplication que fournissent des sites externes comme MQL5 ou MyFXBook par exemple. Donc effectivement, ça, ce sont c'est une solution pour pouvoir utiliser les robots sans les acheter. C'est une espèce de location. Oui, on pourra donc revoir le webinaire. Le contrariant, tu travailles en déterminant les vagues d'Elliott pour trouver les vagues de retracement. Pas toujours, je n'utilise pas trop les vagues d'Elliott, hein. C'est pas trop ma stratégie préférée. Donc, on revient ici sur le sujet. Il existe pourtant des techniques qui permettent de dégager des gains à contre-tendance, hein. Ça, c'est ce que je vous indiquais. Donc, comme on le disait, on va voir maintenant comment essayer de dégager des gains à contre-tendance. Donc, on revient à un principe de base. Il y a plus de probabilité que la tendance continue dans le même sens. Il est très rare de se placer juste sur le retournement. C'est ce qu'on a vu sur le graphe du CAC. Maintenant, une petite base sur les stratégies.
Donc là, un petit graphique tout simple pour vous expliquer un petit peu comment se définissent certaines stratégies. Une stratégie, elle est définie en général par deux paramètres principaux. Vous avez dans un premier temps le pourcentage de trades gagnants, d'accord ? Et ensuite le ratio gain-perte. Donc là, le ratio gain-perte, comment il faut le comprendre ? C'est le nombre de trades gagnés sur 100 trades, d'accord ? Donc là, et si on est à 100, bah on aura gagné 100% de nos trades. Ici, on aura gagné, non, pardon, c'est le ratio, c'est le risk-reward ratio que nous avons entre, oui, pardon, là je me suis un peu trompé. C'est le risk-reward ratio que l'on aura, donc le ratio gain-risque que l'on aura entre le take profit et le stop loss. Donc si par exemple on est ici à 80, eh bien on aura un take profit à 80 et donc un stop à 20, hein, c'est-à-dire qu'on va toujours à 100, donc ça veut dire qu'on aura un take profit 4 fois supérieur à notre niveau de stop, donc à notre risque. Si on est à 50-50, eh bien on sera donc avec un take profit et un stop loss qui seront équivalents. Et puis là, si par exemple on est à 25, ça voudra dire que l'on aura un take profit à 25 pour un stop à 75. Et donc en fonction justement de ce ratio gain-risque, hein, dont tout le monde vous dit quasiment qu'il faut avoir un take profit supérieur à 2, hein, c'est-à-dire avoir un take profit 2 fois supérieur au niveau de stop loss. Alors moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je demande, mais est-ce que avec ce genre de stratégie, est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent ? Et quand à chaque fois que je fais des séminaires ou des webinaires, très peu de gens me disent qu'ils arrivent à gagner durablement de l'argent avec cette technique. Donc c'est qu'il doit y avoir autre chose. Et donc par rapport justement à ce risk-reward ratio, nous avons donc un pourcentage de trades gagnants, donc ça c'est bien ce qui est quantifié sur la gauche. Et donc la ligne bleue que nous avons ici, c'est une ligne d'équilibre, c'est la zone de neutralité, c'est-à-dire si on trouve un point sur notre stratégie qui est sur cette ligne, ça veut dire que la stratégie est neutre, elle ne perd pas d'argent mais elle ne gagne pas d'argent. Donc cette ligne délimite la zone de perte et la zone de rentabilité. Ce qu'on essaye de faire en général, c'est de se placer au-dessus de cette ligne lorsque l'on monte des stratégies, ce qui nous permet de créer de la rentabilité à long terme. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous cherchent des stratégies qui sont ici, dans cette zone. Là, c'est la stratégie parfaite, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de trade très fort avec un ratio gain-risque très fort aussi, avec un take profit 4 fois supérieur au niveau de stop et par exemple un niveau de trade gagnant à 80%. Alors cette stratégie, ça c'est mon opinion, elle n'existe pas, hein. C'est-à-dire que la stratégie parfaite qui gagne tout le temps et qui a très peu de risque par rapport au niveau de gain, c'est quasiment impossible de la découvrir. Si ça existait, il y aurait beaucoup de banques d'affaires qui les utiliseraient, qui gagneraient beaucoup d'argent. On n'a qu'à regarder les résultats des fonds qui existent, qui sont gérés par des professionnels qui ont des moyens bien supérieurs aux nôtres pour vous convaincre que ce genre d'approche, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui l'a trouvé. D'accord ? Lorsque l'on crée une stratégie, en général, on va essayer de se placer juste au-dessus de cette ligne, d'accord, mais en la suivant. C'est-à-dire que il va falloir faire je dirais qu'il va falloir faire des choix lorsque l'on monte cette stratégie. Donc si on revient, si par exemple on accepte d'avoir un ratio risk-reward fort, eh bien on va pouvoir se permettre de descendre un petit peu dans le pourcentage de trades gagnants, hein, c'est-à-dire que si par exemple on est à 1 pour 4, si on est à 1 pour 4, c'est-à-dire à 80, et que l'on fait 30% de trades gagnants, eh bien le bilan il est positif, d'accord, mais on va pas faire beaucoup de trades gagnants en pourcentage, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de petites pertes, et quand on va faire un trade gagnant, eh bien on va remonter toutes nos pertes et faire même de la plus-value d'un point de vue global. Puis on a d'autres stratégies où on a un risk-reward ratio qui est faible, c'est-à-dire qu'on va avoir un stop beaucoup plus éloigné que le niveau de take profit, mais on va le compenser par un nombre de trades gagnants relativement fort, un pourcentage de trades gagnants relativement fort, hein. Donc si par exemple on arrive à tourner à 70-80%
70% de trades gagnants, on peut se permettre d'avoir un ratio de 1 pour 3, de 30, c'est-à-dire 30-70, c'est-à-dire niveau de take profit 30 points pour un stop loss à 70 points. Si on fait plus de 70% de trades gagnants, eh bien on est dans la zone de rentabilité, et on va arriver à générer du gain à moyen terme. Ça, ce sont des principes, et puis il y a les phases neutres ici où on va arriver à gagner de l'argent aussi. Donc ça, c'est le principe des rentabilités qu'il faut toujours avoir en mémoire, et il n'y a pas que les stratégies qui ont un ratio de gain-risque fort qui fonctionnent. Nous allons voir qu'il y a des stratégies qui fonctionnent autrement. Donc si on revient, il y a plus de probabilité que la tendance continue dans le même sens. Il est très rare de se placer juste sur le retournement, d'accord ? Par rapport à ce que l'on vient de voir, si on a plus de chances que la tendance continue, si on veut réussir son trade contrariant, la première chose qu'il va falloir faire, c'est donc de ne pas serrer son stop. Il ne va pas falloir serrer son stop, et il va falloir réduire son objectif. On l'a vu aussi sur le graphe où il y avait le trend. On a vu que on allait prendre des objectifs faibles, et donc pour absorber du drawdown par rapport donc à un éventuel une continuité de la tendance. Donc je rappelle voilà le graphe. Si on se prend ici un peu tôt, on peut très bien absorber un peu de drawdown et puis venir chercher ici un take profit plus faible, voire même sortir au PRU. Ça, ce sont des choses qui sont possibles lorsque l'on fait du contre-tendance. Donc il va pas falloir trop serrer son stop pour réussir son trading à contre-tendance. Rien que là déjà, on commence à trouver le gros défaut que l'on retrouve donc sur les investisseurs qui font du contre-tendance, c'est qu'en général, la plupart des gens que je vois intervenir sur le chat, ils disent là je prends un trade contre-tendance, et comme je sais que je suis à l'inverse de la tendance, eh bien je vais serrer mon stop justement pour contenir mon money management. Eh bien c'est une erreur. Il vaut mieux effectivement contenir son money management. On va voir à la fin comment le faire. Mais il faut laisser de la place à son trade, il faut laisser respirer son trade. Et donc si on se place à contre-tendance, il faut absolument éloigner son stop pour essayer de sortir dans un mouvement au moins favorable. C'est-à-dire que si on vend une tendance haussière, si on se fait sortir à chaque fois sur stop, on va toujours prendre des pertes maximum, et on va faire des pertes assez conséquentes. Alors que, mais ça c'est valable pour toutes les stratégies, il vaut mieux essayer de desserrer son stop. Effectivement, on voit que le trade part dans le mauvais sens, et puis au premier mouvement qui vient dans notre sens, c'est-à-dire qui nous permet de ramener un petit peu et de réduire cette perte, on peut sortir. Même si on sort en perte, eh bien on aura réduit celle-ci, et donc on évitera d'empiler trop de pertes trop conséquentes qui peuvent être destructrices pour la valeur du portefeuille. Donc premier principe, on ne serre pas son stop et on réduit son objectif. Alors qu'est-ce que ça donne sur notre courbe, sur notre tableau de rentabilité? On va se situer dans cette zone, c'est-à-dire les stratégies à contre-tendance, en fait, on se situe dans cette zone, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de privilégier ici le pourcentage de trade élevé pour compenser un ratio gain-risque qui sera faible, puisque si on place un stop plus éloigné que le contre-tendance, si on place un stop plus éloigné que le take profit, on va compenser donc par le pourcentage de trade gagnant. Donc là, c'est déjà un premier élément dont il va falloir tenir compte. Et lorsque l'on va un peu plus loin, donc voilà, on commence déjà à avoir un peu plus de paramètres. Donc on ne serre pas son stop, on réduit son objectif. Donc mon ratio gain-risque est inférieur à 1. Donc après, le fait c'est comment compenser ce problème. Et bien tout simplement, nous allons voir maintenant comment, en fonction de ces premiers paramètres, on va pouvoir mettre en place sa stratégie à contre-tendance. Donc premier élément, il va falloir agir sur le pourcentage de trades gagnants. Donc que peut-on faire pour agir sur ce pourcentage de trades gagnants? Donc effectivement, pour essayer de compenser un petit peu les problèmes du trading contrariant, la chose qu'il va falloir arriver à faire, c'est agir sur le pourcentage de trades gagnants. C'est là-dessus en fait qu'on va travailler
pour rendre notre approche à contre-tendance rentable, hein, parce que le but c'est de gagner de l'argent sur les marchés. Pour en perdre, je pense qu'on n'a pas besoin de prendre de leçons, ça se fait assez facilement, mais nous ce qu'on essaye c'est de gagner de l'argent. Donc en fait, par rapport à tous les principes de base que l'on a vu, on a vu que le facteur qui va nous permettre de rentabiliser notre stratégie contrariante, c'est justement de travailler le pourcentage de trades gagnants. Donc, les éléments pour essayer d'améliorer ce pourcentage de trades gagnants, le premier paramètre, c'est définir et attendre les configurations probables. Donc ça fera l'objet d'un chapitre, donc ça sera le prochain chapitre de ces webinaires, où on parlera effectivement des configurations. Alors ça peut être des configurations chartistes, ça peut être des configurations de marché, ça peut être beaucoup de choses qui vont nous permettre d'optimiser justement notre entrée à contre-tendance, qui vont même justifier parfois cette entrée à contre-tendance. Donc on verra qu'il y a effectivement beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre effectivement d'améliorer le pourcentage de trades gagnants par ce paramètre. Ensuite, il y a un autre élément qui est assez important, dont on parle un peu moins en général lorsqu'on parle de trades gagnants, de pourcentage de trades gagnants. Bon, ça c'est quelque chose que tout le monde maîtrise. Par contre, il y a une chose auquel moins de gens pensent, c'est trouver le bon timing. Et oui, effectivement, est-ce que il est toujours adapté de faire du trading contre-tendance? Est-ce qu'on va faire du contre-tendance juste avant une annonce de la Fed ou de la BCE, sur une accélération ou dans un contexte volatile? Alors à moins d'élargir énormément ces unités de temps et donc ces stops, avec le money management qui va bien, eh bien ça va être difficile. Donc effectivement, en ce qui concerne le timing, c'est plus facile de faire du contre-tendance lorsque la dynamique est faible, lorsque la dynamique de tendance est faible, que lorsqu'il y a des tendances bien marquées. Donc ça va être un élément dont il va aussi falloir tenir compte, c'est-à-dire trouver le bon timing. Ne pas essayer non plus de faire du trading à contre-tendance d'une manière trop impulsive. Ça c'est très important, et vraiment essayer de trouver la bonne configuration et le bon timing. Quand je parle de timing, c'est aussi l'environnement, donc de choisir des configurations de marché qui ne sont pas trop volatiles et qui ne sont pas trop marquées d'un point de vue directionnel. Ensuite, il y a un autre élément auquel assez peu de gens c'est qu'il va falloir choisir tout simplement le bon sous-jacent, parce que faire du contre-tendance c'est bien, mais en fonction des sous-jacents que l'on utilise, eh bien il y a des sous-jacents, des actifs qui sont beaucoup plus adaptés aux contre-tendances que d'autres. Alors je pense notamment aux indices, et même encore entre deux indices, effectivement, il peut y avoir énormément de différences. Si on prend par exemple deux indices qui sont relativement proches, à savoir le CAC et le DAX, sur des mouvements similaires, eh bien le CAC va retracer plus que le DAX. Le DAX est un indice qui retrace moins que le CAC en général. Alors, à cela, il peut y avoir plusieurs explications. On peut aller chercher du côté de la constitution du CAC. Peut-être que le CAC est plus diversifié. Le DAX est peut-être un peu moins. Alors déjà, un indice, dans sa constitution, il est plus apte à retracer, puisque en fait, si on prend, par exemple, si on le compare avec une matière première, ce qui va faire bouger l'or, par exemple, c'est deux paramètres. C'est le prix même, et donc la valeur intrinsèque de la matière première, et deux, la monnaie dans laquelle il est coté. Donc là, sur l'or par exemple coté en dollars, eh bien les deux paramètres principaux, ça va être donc la variation de la valeur intrinsèque de la matière, donc à savoir l'or. Après ça va se jouer en fonction de l'offre, de la demande, des niveaux de couverture de certaines banques centrales ou de certains pays qui prennent l'or comme produit de couverture, etc. Les valeurs de croissance de l'or dans l'industrie, dans la bijouterie, dans l'informatique, etc. Donc il peut y avoir plein de facteurs.
mais qui se base sur l'or, hein, c'est-à-dire c'est sur l'or que va se jouer que vont agir ces paramètres. Et le deuxième paramètre, ça sera la variation du dollar, hein, parce qu'à valeur égale, si par exemple le dollar perd de la valeur, si le dollar se dévalue, l'or qui lui n'a pas de raison de baisser, et bien du coup le prix de l'or va monter, hein, le prix de l'or en dollars va monter pour compenser justement la baisse de la monnaie. On aura donc ces deux facteurs, donc la valeur intrinsèque du métal pour ce qui concerne l'or et la valeur de la monnaie. Alors que sur un indice, il y a beaucoup plus de paramètres que ça, hein, puisque alors déjà, on a la monnaie de l'indice, savoir le CAC 40, donc c'est les entreprises qui sont cotées en euros, donc il va être légèrement impacté par la variation de l'euro. Et ensuite, nous aurons 40 paramètres, à savoir 40 valeurs qui composent l'indice, qui vont permettre de faire varier cet indice, hein. Donc, sur les marchés, il est très rare, sauf sur des annonces fortes, d'avoir les 40 valeurs du CAC 40 qui partent dans le même sens. Alors ça peut arriver sur des gros mouvements, mais la plupart du temps, on a un pourcentage de valeurs qui montent et d'autres valeurs qui descendent. Et puis, il y a des dynamiques sectorielles, à savoir que sur un gros mouvement, par exemple, on va avoir un secteur qui va surperformer un autre. Et par exemple, la première phase de consolidation, eh bien, ça va permettre notamment à certains gérants ou à certains investisseurs de réorienter leur potentiel, enfin leur exposition sectorielle, pour se positionner sur des secteurs qui surperforment les autres. Et ça va favoriser les mouvements de consolidation, puisqu'en fait, on va se délester d'actions qui par exemple, ont moins monté, pour se repositionner sur des actions qui ont bien monté. Ou alors, à la fin d'une tendance, ça va être l'inverse. Les valeurs qui ont beaucoup gagné, eh bien, vont être délaissées, c'est-à-dire on va prendre les bénéfices pour se repositionner sur d'autres secteurs, par exemple sur un changement de tendance. Donc, ces mécanismes vont favoriser les phases de consolidation. Ça, c'est intégré, je dirais, au fonctionnement même de l'indice. Alors que si on va... donc ça, c'est pour le choix du sous-jacent. Donc il y a les sous-jacents qui sont plus adaptés aux contre-tendances et d'autres qui le sont moins. On trouvera plus de comment dire, de stratégies qui fonctionnent sur les indices, par exemple, que sur des matières premières qui peuvent être très volatiles et qui retracent très peu. Hein. L'or, lorsqu'il prend des gros mouvements, retrace assez peu. Hein. Donc on a ici des sous-jacents qui sont plus ou moins adaptés. Alors je vous parle des principaux que tout le monde connaît, mais après en fonction de ce que vous trouvez, eh bien effectivement tous les sous-jacents ne fonctionnent pas de la même manière. Hein. Il y a des robots qui fonctionnent très bien sur un actif. Vous le prenez, vous le mettez sur un autre actif avec un réglage tout à fait équivalent, eh bien il ne va pas générer de plus-value, il va peut-être même générer de la perte. Hein. Donc ça c'est normal, c'est parce que tous les sous-jacents ne fonctionnent pas de la même manière. Et puis enfin, surtout ce sur quoi il va falloir agir, c'est adapter son money management. Alors en ce qui concerne le money management, la maîtrise principale qu'il faut avoir, c'est en ce qui concerne le drawdown. Hein. C'est le drawdown qui fait mal. Moi, je sais que j'ai un money management assez serré dans le sens où je prends très peu de risques par position. Alors ça, c'est un choix et en même temps, c'est un calcul mathématique. Si par exemple, moi je choisis de ne pas dépasser plus de 1% de risque par position, c'est un choix délibéré, tout simplement, parce que dans tous les systèmes de trading, c'est pour tout simplement absorber des phases de perte. Alors, bon, ça me permet d'aborder plusieurs sujets. Alors, les phases de perte, tout le monde en fait. Je connais pas de traders qui n'ont jamais connu de phase de perte depuis qu'ils opèrent sur les marchés. Les gens qui gagnent tout le temps, moi personnellement j'en connais pas, ou alors ceux avec qui je discute qui prétendent avoir des gains constants, réguliers avec un fort taux de réussite, lorsque je leur demande un track record, en général ils sont comme par hasard incapables de me le fournir. Donc tous les traders sérieux vous diront qu'ils ont connu à un moment ou un autre des phases de perte sur les marchés. Et le money management, ça va servir à ça. En fait, ça va servir à vous préserver d'une phase de perte, c'est-à-dire que lorsque vous avez une phase de perte, si vous perdez trop de capital, et bien lorsque la phase de gain va revenir, vous
n'aurez plus assez de capital pour compenser justement cette phase de perte. Hein. Je peux vous donner un petit exemple. Sur une phase de perte, si vous perdez par exemple 10%, eh bien l'effort de gain à fournir pour revenir à l'équilibre, il sera de 11%. Donc on n'aura pas un trop gros écart. Hein. Si on a 100 000, que l'on perd 10%, on est à 90 000. Pour revenir à 100 000, eh bien, il faut regagner 10 000, et donc ça représente un peu plus de 11%, 11,11. Par contre, si sur cette phase de perte, je vais exagérer un petit peu, mais si vous avez perdu par exemple 50%, l'effort de gain il va être de 200% à faire pour revenir à l'équilibre, donc ça va être beaucoup plus compliqué et en général on n'y arrive pas. Donc ce qu'il faut éviter sur cette phase de perte, c'est de trop entamer le capital pour justement pouvoir remonter lorsque la phase de gain reviendra. Il y a des cycles, je veux dire, même avec les robots, il y a des périodes où les robots gagnent tout le temps et on fait de la plus-value. Il y a des phases où il y a des phases de perte, et dans ce cas-là, le but principal est de préserver le capital pour attendre, en attendant donc que la phase de gain revienne. Donc ça c'est tout bête, je veux dire, le fait de pouvoir se dire, si je perds 1% de mon capital à chaque position, eh bien ça me permet d'avoir un nombre de trades perdants consécutifs de 10 et de ne perdre que 10% du capital, ce qui est déjà beaucoup, mais qui peut me permettre de remonter facilement. C'est beaucoup plus sécure que de s'accorder une perte de 50% et puis avoir quasiment aucune chance de remonter. On a déjà du mal à faire 10, 20, 30% par an, alors faire 200%, c'est quasiment mission impossible. Donc on est vraiment ici dans une phase où il faut adapter son money management, mais ça je dirais ça dépasse un petit peu la stratégie contrariante et contre-tendance. C'est du money management qu'il faut appliquer tout le temps. Alors, je vais passer aux questions parce qu'effectivement ça fait un moment. Alors, le contrariant, tu travailles, donc ça on avait déjà vu. Alors, le DAX retrace ou pas? Le DAX retrace moins que le CAC en général. Alors, il va y avoir des phases où il va le faire plus, mais en général, en moyenne, moi, les stratégies de contre-tendance que j'utilise fonctionnent beaucoup mieux sur le CAC que sur le DAX, par exemple, alors que ce sont deux actifs qui sont assez bien corrélés. Perte de 200% avec la monnaie suisse. Alors oui, la monnaie suisse, c'est un problème différent. C'est quand même des événements qui sont exceptionnels. La Banque centrale de Suisse a beaucoup été critiquée d'avoir agi de cette manière pour supprimer son plancher de 1,20. Je me rappelle plus quel banquier central avait dit un jour. Je me demande si c'était pas le précédent avant Madame Yellen qui avait dit que la banque centrale n'était pas là pour faire gagner de l'argent aux traders, mais était là pour piloter l'économie. Effectivement, après il y a peut-être d'autres manières de faire, mais c'est vrai que la base, une banque centrale n'est pas là pour faire gagner des traders qui agissent sur un marché financier. Toujours est-il que effectivement la mesure a été forte, a été je pense mal gérée, et que cela a créé un événement. Il y a beaucoup de traders qui n'avaient jamais vu de tel décalage alors qu'ils sont depuis très longtemps sur les marchés financiers. Donc on est vraiment là sur des événements exceptionnels. Alors effectivement avec certains problèmes, notamment de balance négative qui sont liés justement à la gestion du CFD. Mais et après il y a aussi le problème, c'est d'une utilisation du levier beaucoup trop forte par rapport à certains capitaux. On a pu en voir sur internet des gens qui montrent un peu comment ils arrivent à avoir une balance négative quand on voit les expositions qui sont utilisées. Eh bien tout simplement c'était juste déraisonnable. Là-dessus il y a eu aussi il y a aussi le choix du courtier qui joue, puisque en ce qui concerne ActiveTrade, vu qu'on parle d'eux, vu que c'est eux qui organisent le webinaire, on peut en parler. Personnellement, en 2011, je jouais la stratégie du PEG, c'est-à-dire que j'achetais à l'achat très très proche du plancher, et puis on attendait qu'il y ait des rebonds techniques, et puis en plus à l'époque il y avait un swap positif qui donnait un petit peu d'intérêt tous les soirs. Alors le swap positif, déjà en 2014 il avait disparu, et puis moi personnellement j'ai reçu des messages me disant que
on ne pouvait plus trader cette paire de devises parce que tout simplement ça devenait trop dangereux. Donc au début il y avait une interdiction, après ils ont augmenté les marges. Personnellement, quand j'ai vu le potentiel à faire par rapport au risque, ça valait plus le coup et du coup je n'ai plus tradé cette paire de devises. Et bon, moi j'ai remercié mon courtier de m'avoir dissuadé de trader cette paire de devises. Finalement c'est eux qui avaient raison alors que j'ai peut-être été un des premiers à les critiquer sur le coup. Quand on voit ce qui s'est passé avec d'autres courtiers, effectivement on peut, je dirais que le choix du courtier dans ce cas-là justifie le fait que on justifie les résultats de trading. Donc bon, ça c'est un premier élément. Après, je dirais que bon, c'est alors au niveau des questions, qu'est-ce que le swap? Alors Sophia, le swap c'est tout simplement un différentiel de taux d'intérêt entre plusieurs taux de banque centrale. Donc lorsque en 2011, lorsque la Banque nationale de Suisse a annoncé son PEG, les taux européens étaient plus forts que les taux suisses, et donc en achetant de l'euro franc suisse, eh bien il y avait un différentiel de taux qui était reversé par le broker, donc qui venait un petit peu rajouter de la plus-value sur la position. Bon, c'est du carry trading, donc je vous conseille il y a un article sur le site, il y a plusieurs articles qui en parlent, qui expliquent un petit peu la stratégie. Voilà, c'est une stratégie différentielle de taux. Didier me dit, c'était pas Greenspan qui avait dit, oui alors certainement que les banques centrales n'étaient pas là pour faire gagner de l'argent aux traders. C'est possible, je me rappelle plus, je sais qu'il y en a un qui a dit ça, mais je ne me rappelle plus exactement qui l'avait dit. Donc effectivement, voilà, il faut faire attention, et le money management, pour revenir là-dessus, eh bien c'est central, hein, dans toutes les stratégies, il faut l'utiliser. Y aura-t-il un webinaire? Une question de Uzbek. Y aura-t-il un webinaire sur la nébuleuse qu'est le money management? Alors oui, on peut le prévoir, effectivement, c'est un sujet qui est très vaste. Effectivement, on peut réaliser une série de webinaires sur money management. On ne pourra pas tout voir en une fois, mais ça peut effectivement arriver. Alors, effectivement, on en reparlera, hein, mais c'est quelque chose effectivement que l'on peut mettre en place. Vu le nombre de trades positifs à réaliser, comment ne pas être tenté de ne pas respecter son money management? Tout simplement, c'est la raison, hein. Il faut essayer de préserver son capital. Alors après, en multipliant les trades, on arrive à faire des résultats corrects, hein. Tout à l'heure, je vous disais que moi, j'essaie de pas dépasser, et que de toute façon mes robots ne dépassent pas 1% de perte par position au maximum. En multipliant les positions, on arrive à faire des résultats. Moi personnellement, je préfère gagner 5% dans un mois plutôt que d'en perdre 50. Même si effectivement certains me disent que ça ne fait pas beaucoup. Bon, déjà 5% sur un mois, si je fais ça toute l'année, je termine l'année à 80%, ce qui est énorme. Et à trop vouloir pousser le levier, on se retrouve plus souvent avec des grosses pertes qu'avec des gros gains, hein. Je veux dire, il y a une règle très simple qui symbolise bien l'effet levier. Si vous faites 2 trades, vous gagnez 100%, vous perdez 100%, dans n'importe quel sens que vous allez prendre la chose, vous vous retrouvez à zéro. C'est-à-dire que si vous commencez par la perte, si vous perdez 100%, vous avez plus d'argent pour refaire les plus 100%. De toute façon, plus 100% de zéro, ça fait zéro. Et si vous doublez d'abord votre capital et qu'ensuite vous reperdez 100%, vous vous retrouvez là aussi à zéro. Tout ça pour dire que, en abusant de l'effet levier, en prenant donc un exemple excessif, en abusant de l'effet levier, vous pouvez énormément gagner, mais comme vous avez un levier fort, vous pouvez à tout moment perdre l'intégralité de votre capital. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer lorsque l'on veut avoir une approche en money management correcte, c'est que l'utilisation de l'effet levier est vraiment à prendre, et c'est vraiment très important. Moi personnellement, quand il y a le levier qui est réduit par le courtier pour notamment lié à certains risques, je suis quasiment jamais impacté parce que j'utilise très très peu de levier, et finalement je me rends compte que les résultats sont pas mauvais pour autant. Donc pour terminer, hein, parce qu'on a pris un petit peu de retard sur ce webinaire,
il faut vraiment, il faut vraiment voir tout ça. Donc il y a certains éléments dont on va parler dans les prochains webinaires. Alors peut-on changer les horaires des webis, genre 20h30? C'est assez compliqué d'organiser quelque chose à cette heure-là. On a essayé, c'est pas toujours évident. Bon, je préfère à la limite le faire aux alentours des 17h et puis que le webinaire soit ensuite qu'on puisse le regarder en différé. Alors, un exemple concret, une fois que l'on a défini la configuration probable, que l'on cherche le bon timing, que l'on choisit le bon sous-jacent, voilà un exemple de stratégie que l'on peut mettre en place. Donc par exemple une stratégie sur bande de Bollinger, tout bête. Donc on choisit un moment où on n'a pas une grosse volatilité. Alors l'euro-dollar en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment. On a des stratégies. En ce moment on a pas mal de volatilité. L'euro-dollar descend beaucoup, mais ça n'a pas toujours été le cas. Là, par exemple, dans cet exemple, on a on a une tendance relativement faible. On a des configurations qui peuvent venir rajouter ici les pourcentages de probabilité de réussite. Par exemple, cette bougie qui est totalement hors Bollinger. Ça, c'est une probabilité forte de retour ici sur des moyennes mobiles. Là, on a aussi une configuration en excès qui permet de jouer l'autre retour. Là, on a un multiple sortie de bol, ou d'un certain nombre de bougies, on peut revenir aussi. Voilà, ça, ce sont des stratégies contrariantes. Alors, il est vrai que là, je dirais que c'est une configuration quasi parfaite, puisque on a très peu de range. C'est vrai que si on est sur un départ de tendance, dès qu'on aura une petite consolidation, il faudra sortir, quitte à sortir avec une perte. Mais pour pouvoir encaisser justement ce départ, c'est là qu'on voit que avec un objectif de gain ici assez court, on va aller placer un stop beaucoup plus haut pour pouvoir encaisser un éventuel début de mouvement. Donc voilà, ça c'est la première chose. On va voir dans les prochains webinaires qu'il est possible d'avoir des configurations multiples pour jouer ce genre de stratégie. Alors, pour vous montrer quand même qu'il est possible d'avoir des stratégies qui fonctionnent durablement, je vais vous montrer maintenant certains backtests qui m'ont permis de mettre en place des robots qui fonctionnent correctement. Alors voilà, ça c'est le premier backtest, c'est un backtest qui fonctionne sur l'euro-dollar. Je crois que là on a environ une quinzaine d'années de résultats donc sur une stratégie. Alors bon, la courbe a l'air parfaite, lorsque on se rapproche un peu, on a quand même des phases de perte ici. Là c'est vrai que ça paraît petit, mais si par exemple ici ça représente 6 mois, faire 6 mois de perte sur un robot, ça peut être décourageant. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, on a une courbe qui est relativement correcte. Alors ça me permet d'attirer votre attention sur les stratégies qui fonctionnent à base de martingale. Martingale, c'est en fait, il y a plusieurs types de martingale. Donc martingale, c'est on va prendre par exemple des stratégies où on a un objectif très très faible avec un stop très très éloigné, mais sans money management, parce qu'en fait si par exemple il y a des robots qui fonctionnent comme ça, vous avez un rapport de 100 entre le take profit et le stop. Le problème c'est que pour pouvoir gagner de l'argent quand on va faire à chaque fois qu'on va faire l'objectif, il faut augmenter l'exposition, et en augmentant l'exposition, si on vient taper le stop loss, en une fois on peut perdre quasiment l'intégralité du capital. Donc ça, il faut en tenir compte. Faire ce genre de résultat avec un risque initial de 1%, on ne peut pas s'en tenir à avoir des paramètres approximatifs. Alors le deuxième type de martingale, c'est tout simplement les stratégies qui moyennent à la baisse, donc qui empilent les positions. Donc quand on prend une position et puis que la position est perdante, on en remet une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Alors ça c'est la martingale, c'est notre système de martingale. Le problème c'est que là pareil, s'il n'y a pas un money management serré, lorsqu'on a 15 positions dans le même sens, on encourt effectivement un gros risque sur le capital. Alors on pourra en parler. Moi j'ai des stratégies qui fonctionnent à entrée multiple. Simplement au lieu de jouer tout sur le rouge ou le noir et d'avoir une grosse exposition, si vous avez une stratégie sur une entrée simple qui fonctionne avec une exposition par exemple de 1%,
Vous pouvez aussi prendre une stratégie qui fonctionne avec plusieurs positions, donc une entrée multiple avec un risque associé de 0,1% à chaque position. Si vous rentrez 10 fois en moyennant à la baisse, mais que vous avez divisé votre risque par 10, je ne vois pas où est le problème. Donc ce genre de stratégie est tout de même possible. Et enfin, donc, la deuxième stratégie qui fonctionne sur le CAC 40, là qui fonctionne donc en daily, on voit, hein, encore une fois, là on a un peu moins, hein, puisque je crois qu'on a, on a 5 ans de graphe, donc effectivement des courbes qui sont assez régulières et qui nous donnent là aussi de bons résultats, donc là avec une stratégie contrariante daily sur l'indice CAC 40, et on voit que sur le long terme on peut arriver à dégager des stratégies qui ont du rendement. Hein, donc voilà, ça, ces robots fonctionnent avec des paramètres donc, que je vais vous expliquer dans les prochains webinaires. Et tous ces robots fonctionnent avec des systèmes à contre-tendance, sachant que j'ai aussi des robots qui fonctionnent avec des stratégies de tendance ou de breakout. Donc voilà, hein, en gros pour cette présentation, le but était surtout de présenter les bases, hein, des stratégies contrariantes. On arrive maintenant à la fin de ce webinaire, donc si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Donc j'attends les questions. Alors, quel pourcentage êtes-vous? Ça dépend des périodes, ça dépend des stratégies. Globalement, si on mélange tous les robots, je tourne entre 50 et 60%, ce qui n'est pas énorme, hein, mais avec un money management adapté, eh bien, j'arrive à dégager la plus-value sur le long terme. Alors quand ça monte entre 60 et 70, là c'est des grosses phases de gains. Puis quand on se rapproche des 50, eh bien là on est à l'équilibre, où on commence à faire des pertes. Hein. C'est des choses qu'il faut c'est des choses qu'il faut savoir accepter. Je cherche pas à avoir un pourcentage de gain, en tout cas sur l'ensemble de mes stratégies, je cherche pas à avoir un pourcentage de gain trop élevé. Il n'y a pas que ce chiffre, hein, qui compte. Alors Pipon me demande comment fais-tu tes stats. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pas trop l'objet du webinaire, mais au niveau des stats, eh bien il y a une vidéo, hein, qui l'explique, donc tu pourras me le redemander sur le chat tout à l'heure, qui explique un petit peu comment je fais ces statistiques. D'ailleurs pour celle d'aujourd'hui, je sais pas si certains l'ont prise, mais c'est plutôt bien parti, hein, pour l'instant, par rapport à la phase de baisse que nous avons eu aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une stat à 4 étoiles, et là on voit que pour l'instant c'est plutôt bien parti. Donc c'était une stat baissière à prendre à l'ouverture. On verra ce que ça donne tout à l'heure avec le FOMC. Ouais, effectivement, Julien, 96 points pas encore atteints. Donc pour l'instant, voilà les questions. Alors, connaissez-vous un script pour le money management? Du coup, je n'ai pas entendu la réponse. Qui engueule son trader si le risque est trop important. Oui, alors, j'avais pensé à un moment faire un robot où, pour placer une position, en fonction de votre capital et du niveau de risque que vous choisissez, calcule automatiquement l'exposition en fonction de la distance du stop. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille effectivement, qui pourrait déjà aider certains au niveau du money management. C'est quelque chose qui est, oui, effectivement, que je suis en train d'essayer de mettre en place. De toute façon, le money management, voilà, il faut déjà le structurer, il faut déjà le faire avant de l'appliquer. Hein, voilà, donc oui, ça s'appelle la raison. Bon, ok, écoutez, a priori, voilà, si vous avez des questions, non, merci. Bon, s'il y a d'autres questions, effectivement, vous pouvez me les faire parvenir. Donc le prochain webinaire
De mémoire, c'est le 20 février, donc où nous aborderons les configurations qui favorisent un petit peu le trading à contre-tendance. Alors pourquoi si tard? Bon, voilà, les dates sont fixées par ActiveTrade. Il y avait peut-être d'autres webinaires prévus, et donc il ne faut pas qu'il y en ait trop en même temps. Donc de toute façon, ce webinaire sera retransmis avant, je pense, pour se remettre un petit peu tout ça en mémoire. Voilà, faire un petit rappel sur le site. Ouais, il y en a qui ont failli le louper. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Donc pour voir l'enregistrement, il faudra se rapprocher du courtier ActiveTrade. Voilà, bah écoutez, il est déjà tard, donc je vous remercie pour votre attention. Comme je le dis souvent, on se retrouve très bientôt sur le site boursicoté.com pour de prochaines analyses. Et puis en attendant, bonne chance dans vos prochains trades. Et puis à bientôt donc. Et j'espère que vous serez nombreux. J'espère déjà que ce webinaire vous a plu. Et j'espère que vous serez nombreux au prochain webinaire donc pour les configurations qui favorisent le trading contrariant. Voilà, merci donc à tous pour votre attention. Bonne chance dans le prochain trade et à bientôt donc sur le site ActiveTrade ou sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.